Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Collection pratique en formation. Collection pratique en formation dirigée par Daniel Berthaud, Véronique Bedin, Catherine Delcroix et Michel Fournet. Coordination de la collection, Daniel Barre. La collection pratique en formation regroupe des ouvrages qui traitent de l'évolution des différents types de pratiques sociales, des contextes dans lesquels elles s'inscrivent et de leurs méthodes d'observation. Les travaux retenus répondent à 3 objectifs majeurs. Construire des cadres de référence appropriés à l'analyse de pratiques contextualisées, étudier les interactions entre pratiques individuelles et organisationnelles dans des systèmes d'activités différenciés, formation, travail social, professionnalisation, développement local. Enfin, enrichir les savoirs et pratiques en formation tout au long de la vie selon une approche pluridisciplinaire. Dernière parution. Richard Etienne, Serge Ragano et Laurent Talbot dire « Peut-on encore parler de méthode pédagogique » 2019. Dominique Broussal, S'émanciper par les œuvres, Propositions pour la recherche-intervention, 2018. Dominique Broussal, Jean-François Marcel et Joris Thievenaz, Coord, Soigner et former, Contribution des sciences de l'éducation, 2016. Marie-Madeleine Gurnade et Cédric Aitéali, Coord, Jeunesse sans parole, 2016. Laetitia Progin, Jean-François Marcel, Daniel Perisset, Maurice Tardif dire Transformation S de l'école, Vision et division du travail, 2015. Comité de lecture. La réalisation de ce travail collectif débute par un séminaire d'équipe lors duquel émane l'idée de réaliser un ouvrage donnant à voir à la communauté scientifique nos récents travaux sur la professionnalisation. Mais au-delà, et outre le fait de partager nos réflexions et avancées récentes, la démarche entreprise visait aussi à offrir à notre équipe la possibilité de se construire un projet scientifique qui soit fédérateur. Les auteurs de cet ouvrage, regroupés depuis quelques années seulement dans une équipe émergente, sont issus de différents champs disciplinaires et ont des ancrages théoriques et méthodologiques pluriels. Face à ce constat, nous avons souhaité créer l'occasion d'alliances inhabituelles entre auteurs, de multiplication des échanges, de croisement de regards sur cette thématique certes commune mais somme toute assez peu débattue, critiquée en interne. Ainsi, et contrairement au canon scientifique qui propose des expertises externes, nous avons fait le choix de privilégier des expertises internes qui multiplient encore les croisements de regards dans le souci d'une expertise à la fois exigeante et collaborative. Chaque chapitre a donc été expertisé par l'un d'entre nous, comme nous l'aurions fait pour une expertise externe afin de co-construire sous forme de régulation sociale interne, une posture scientifique partagée. Ces expertises croisées ont donc donné lieu à des échanges entre co-auteurs et experts, lors d'un second séminaire qui a permis de débattre et de structurer l'ouvrage en vue de sa future publication. Implicitement, cette démarche a donc permis l'émergence d'un consensus entre nous. Elle a permis l'explicitation des thématiques principales appréhendées dans nos travaux. Elle a occasionné des renégociations méthodologiques voire épistémologiques, qui, si elles étaient abordées de manière usuelle dans de petits collectifs antérieurs, l'ont été cette fois à l'échelle de l'équipe tout entière. Cet ouvrage et son évaluation interne ont donc permis l'expression des valeurs scientifiques qui nous réunissent et l'identification ce que pourront être de nouvelles normes, socle de tout projet solide et fédérateur. La liste des experts internes est Céline Barrier, Laetitia Branciard, Véronique Borde, Patrice Bouissière, Christophe Dansac, Frédéric Hill, Sabrina Labbé, Michel Lac, Christine Nias, Alain Piazer, Marie-Pierre Trinquier, Cécile Vacher, Vanessa Vidaler, Vincent Voisin. Préface. Qu'est-ce que tu veux faire plus tard ? Qu'est-ce que tu fais dans la vie ? Voilà 2 questions bien banales. À la deuxième, on a pu répondre « Je fais mon possible ». Mais le plus souvent c'est bien à une profession que se faire, plus tard ou dans la vie, veut renvoyer. On est destiné à devenir professionnel. Et à le rester. Et pas uniquement parce que notre temps de vie d'adulte sera majoritairement occupé par notre activité professionnelle. Les temps de l'exercer, les temps de s'y rendre et les autres temps additionnels, mais aussi parce que cela fera partie de nous,
nous définira et définira nos relations aux autres et au monde. Lorsque nous quitterons notre activité professionnelle, nous deviendrons retraités de cette activité professionnelle. Et notre avis nécrologique rappellera ce que nous avons fait de notre vie professionnelle. Dans une civilisation où l'accession aux ressources passe obligatoirement par le travail rémunéré, la professionnalisation représente le moyen même de notre existence. S'y intéresser sérieusement n'est donc pas anecdotique. La professionnalisation, c'est toujours un choix. Ce qui ne signifie pas que ce choix est libre, individuel et sans contrainte. À l'adolescence, c'est même un choix qui peut amener à sortir de la filière générale, pour intégrer un parcours qui paradoxalement reste encore d'évaluer. Puis il s'agira de choisir la bonne filière, celle qui, selon ses supposées compétences personnelles, permettra à force de cours et de stages d'envisager d'intégrer le marché du travail, et peut-être de s'y développer, de s'y épanouir même, lorsque les buts personnels parviendront à coïncider avec les objectifs de l'organisation. La professionnalisation, c'est toujours un changement. C'est bien sûr l'acquisition de compétences pratiques et parfois techniques. Pour certains, c'est essentiellement ce savoir-faire qui fonde le professionnalisme, avoir les bons gestes. Un solide jargon permettra alors à la fois d'être précis et rigoureux dans l'approche des problèmes à résoudre, de se reconnaître comme membre de la communauté des professionnels de la profession, et de se différencier de la masse des amateurs. Et c'est également valable pour la professionnalisation de la politique. Une tenue vestimentaire adéquate et uniforme permettra alors d'identifier immédiatement les vrais et bons professionnels de la vente le long des rangées d'une foire exposition. La professionnalisation, c'est toujours un renoncement. On renonce à des caractéristiques individuelles pour devenir un professionnel avec une forme homogène et une valeur dominante, être pro, qui peut impliquer aussi être autosuffisant, optimiste, avenant, combatif, mobile. Et cette valeur peut éventuellement entrer en contradiction avec d'autres valeurs. Quand le rugby devient professionnel, n'est-ce pas pour devenir un produit de divertissement médiatique moderne et rentable, au détriment de valeurs plus traditionnelles ? Mais c'est le prix pour passer, selon les termes de Jean-Léon Beauvois, du statut de GPRA, gens potentiellement rééducables pour assistance, à celui de GERR, gens éminemment respectables et rémunérables. Toute ressemblance des lignes précédentes avec la lecture proposée par Willem Doise en termes de niveau d'explication serait difficilement attribuable au hasard. Et c'est la particularité et le mérite de l'équipe toulousaine d'avoir su créer ces passerelles entre les sciences de l'éducation et la psychologie sociale pour aborder les processus de professionnalisation. Car la psychologie sociale, lorsqu'elle s'intéresse aux façons pour l'individu d'interagir avec son environnement, peut ouvrir une possibilité de dialogue avec les dynamiques en jeu dans l'apprentissage, l'éducation et la formation. Lorsque Michel Bataille et son équipe ont défini les représentations professionnelles, il ne s'agissait pas tant de sectoriser les représentations sociales que de les spécifier comme élaborées dans l'action et l'interaction professionnelle. C'est déjà ce qu'observait Christian Guimelli avec le changement des représentations sociales des infirmières sous l'effet de l'introduction de pratiques nouvelles. Mais Pierre Ratineau précisait que les représentations sociales et professionnelles d'Internet coexistaient chez les enseignants. Il existe une porosité entre les champs professionnels social, si bien qu'un même objet peut engendrer des représentations distinctes en fonction du contexte activé, privé versus professionnel. Si l'engagement dans des pratiques est bien à la base de la construction et du changement des représentations, c'est donc aussi et surtout parce que ce sont des pratiques sociales, qui s'inscrivent dans un univers partagé de normes et de valeurs qui leur donnent sens. On se souvient de ce qu'a provoqué un dispositif expérimental, peut-être ancêtre de la télé-réalité, qui distribuait aléatoirement les rôles de prisonniers et de gardiens dans l'université américaine de Stanford, maquillés pour l'occasion en univers carcéral. Prévu pour durer 2 semaines, le protocole dut être interrompu au bout de 5 jours pour risque psychosocial majeur et mise en danger des protagonistes. On avait bien distribué des rôles, mais sans aucune information sur les prescriptions professionnelles et les conduites normatives qui gèrent l'activité des gardiens de prison. Les pratiques sans le sens ne peuvent conduire qu'à l'anomie. Ces quelques lignes peuvent paraître bien désabusées.
Mais les auteurs ES de cet ouvrage ont voulu mettre un pluriel aux professionnalisations. Quelle drôle d'idée! Il n'y aurait donc pas qu'une seule bonne façon de penser la fabrication des professionnels ES? Des alternatives seraient possibles? Et les sciences humaines et sociales y auraient un rôle à jouer? Certes, Émile Durkheim posait déjà que le travail était sans doute le meilleur levier pour agir contre l'isolement social qui conduit à l'anomie et au suicide. Bien sûr, il faudrait alors que le travail soit un facteur de socialisation et non d'aliénation ou de harcèlement. Les professionnalisations seraient alors pensées comme des trajectoires d'interstructuration des sujets et des organisations. C'est sans doute parce que c'est là une tâche immense et essentielle que nous avons besoin de ces chercheurs ES, de leurs repères et de leurs ouvertures. Contreface, sur quelle antimatière tabler? Philippe Sahuc. On cherche autour de la professionnalisation. On la délimite, on la scrute, on observe ses évolutions. La société civile jugera sans doute, dans sa grande majorité, que de telles recherches sont saines. Mais dans le fond, pourquoi? Parce que dans et surtout sur le fond, la professionnalisation, ça ne se discute pas. Ne semble-t-il pas à tout un chacun qu'elle est inéluctable et même que, plus elle gagne le monde des activités humaines, mieux s'emportent les dites activités? Et surtout, mieux s'emporterait l'humanité? Pourtant, à l'inverse d'une préface qui fonde l'intérêt d'un ouvrage, la présente page, s'intitulant de ce fait Contreface, a choisi de saper son fondement principal, le piédestal de la professionnalisation. Ce faisant, ne va-t-elle pas faire autre chose que ruiner la perspective éditoriale? Tentons ce pari, après butinage. Admettons par exemple que l'on puisse, comme le propose l'un des textes, associer réflexion éthique et professionnalisation. Et quoi? L'on a connu des activités ancestrales qui ont boudé la professionnalisation, l'une des plus emblématiques étant l'agriculture. Il y a quelques années encore, le travail de la terre n'avait pas de nom dans certaines langues, tant il ne représentait qu'un type d'activité ne délimitant aucun groupe particulier, exercé un peu par toutes et tous, hors de toute identité professionnelle. Or, cela veut dire en corollaire que certaines sociétés ont connu, il y a encore peu de temps, un large partage de la production alimentaire en même temps que du maintien des équilibres agroécologiques, pour reprendre un terme trend. Et quoi? Est-ce pour autant que des pratiquants non professionnels ne donneraient pas de sens à leur travail? Qu'ils ne procéderaient jamais à l'élucidation, à des formes de médiation vis-à-vis de tels qui abuseraient un peu ou au contraire seraient un peu laxistes? Est-ce pour cela qu'ils n'affinent pas leur technique? Comment? N'a-t-on pas connu de grands-pères jardiniers qui tenaient ses propres cahiers d'observation? Pratique aujourd'hui recommandée dans les formations de perfectionnement professionnel à la Trend agroécologie? Bien sûr, de nos jours le bénévolat lui-même est tiré vers la professionnalisation. On coupe en quatre les capillaires de la rémunération indirecte. Au lieu de plonger vers un don contre don assumé. Et s'il est devenu politiquement incorrect d'assimiler une personne à sa situation de handicap, on envisage de professionnaliser des personnes ressources handicap, chargées donc du handicap des autres, enfin de certains autres, au lieu de développer une société de l'attention de tous à tous. Dire qu'il y a plus de 10 ans, Edgar Morin avait déjà écrit sur la pensée complexe. Comment ne pas voir là, à travers la nécessaire pratique de l'interdisciplinarité, une invitation à la non-spécialisation. A. Œuvrer au long de sa vie active comme en un grand café participatif où l'on échangerait, non à partir de l'étiquette qu'on porte, mais de l'expérience véritable, qui nous porte plus qu'on ne la porte. Ainsi, élucider le processus de professionnalisation ne serait-il pas une manière de préparer la accent aigu professionnalisation? Meilleure voie à proposer aux jeunes que la conquête forcenée des places professionnelles en vue? Alors, finalement, regarder la professionnalisation avec une telle obstination éditoriale, c'est peut-être justement contribuer à l'étude critique d'un vice sociétal. Voilà bien en quoi le présent ouvrage peut être fondamental. Introduction. Avec cet ouvrage, mener une réflexion sur les problématiques de professionnalisation relève d'un double intérêt scientifique. Répondre à des problématiques sociétales de plus en plus prégnantes pour les enjeux éducatifs d'aujourd'hui et donner à voir, à un temps T,
le fruit d'une élaboration théorique collective menée depuis de nombreuses années dans un continuum conséquent de travaux de recherche aux origines plurielles. Cet ouvrage collectif est le fruit de contributions portées par les membres de l'entrée thématique Professionnalisations Éducation de l'UMR-EFTS, Unité mixte de recherche éducation formation travail, savoir, de l'Université Toulouse Jean Jaurès, EFTS, Université de Toulouse, ENFA, UT2J, France. Comme toute équipe de recherche, la nôtre a une histoire. Composée de chercheurs issus, entre autres, de l'ex-équipe REPERE, équipe reconnue dans la discipline des sciences de l'éducation pour son approche psychosociale, et de chercheurs de l'ENSFEA, École nationale supérieure de formation de l'enseignement agricole, elle se recompose petit à petit au sein de l'UMR-EFTS au gré des départs et des arrivées de chercheurs amenant de nouvelles approches, comme l'approche socio-ethnographique par exemple qui enrichit et nourrit les travaux de l'axe de recherche dans une perspective de plus en plus pluridisciplinaire. Elle accueille aussi des chercheurs associés, les membres de l'équipe d'organisation non orientée vers le profit et gouvernance, ONOPG, aux inscriptions disciplinaires déjà plurielles et une formatrice en travail social, qui renforcent encore ses valeurs d'ouverture et enrichissent ses terrains de recherche. La composition de notre axe de recherche est donc le fruit d'un métissage pluridisciplinaire et cet ouvrage présente l'occasion de coécriture nouvelle permettant de faire se rencontrer des auteurs aux statuts différents, doctorants, maîtres de conférences, professeurs des universités, ingénieurs de recherche, formateurs en travail social, et issus de différentes institutions, l'Université Toulouse Jean Jaurès UT2J, le NSFEA et le Centre régional de formation au métier du social Erasme. Les réflexions de cet ouvrage s'inscrivent résolument dans un entre-deux, entre repères et ouverture. Elles prennent appui sur des historicités fécondes, des socles solides, et nous faisons tous le constat d'une évolution engageante de cette équipe, engageante parce que porteuse de valeurs communes, celle de la réflexivité plurielle et collective, celle de la pluridisciplinarité grandissante, celle du socio-constructivisme et de l'interactionnisme, celle du lien revendiqué et étroit entre les différents acteurs impliqués dans nos recherches, qu'ils soient commanditaires, partenaires, cibles des travaux ou bien chercheurs. Évolution engageante enfin de par le partage et l'intérêt porté aux problématiques de professionnalisation en tant qu'objet surplombant de nos travaux, objet détenant de multiples facettes et que nous proposons au pluriel, professionnalisation. Notre enjeu de faire cohabiter différentes approches théoriques et méthodologiques est l'enjeu même d'une des disciplines originelles de l'entrée, les sciences de l'éducation, permettant notoirement les jeux de l'interdisciplinarité. Les sciences de l'éducation, comme sciences plurielles, comme sciences nomades, braconnent sur différents terrains, et ces disciplines contributives reposent sur une dynamique d'échange réciproque qui permettrait de dépasser le stade de la juxtaposition d'éléments disparates sans freiner le développement autonome du champ et de ses domaines d'investigation différents, Hofstetter et Schnövely, 2001. L'axe de recherche Professionnalisations Éducation propose donc aujourd'hui une lecture plurielle de la professionnalisation au travers d'approches sociologiques, politiques, économiques, juridiques, socio-ethnographiques, psychologiques et psychosociales. Le principe de la multiréférentialité est donc posé. Il repose sur une lecture plurielle, sous différents angles et en fonction de systèmes de référence distincts, non supposés réductibles les uns aux autres. Arduano, 1991, page 1. C'est ainsi qu'en 2014, notre équipe avait choisi d'inviter des chercheurs extérieurs pour co-rédiger un ouvrage collectif et définir les concepts clés de la professionnalisation. Sous la direction d'Anne Jorot, le dictionnaire élaboré ne proposait pas moins de 75 concepts visant à éclairer nos réflexions sur la professionnalisation, Jorot 2014. Ce chiffre témoignait déjà du caractère multiple, mais aussi complexe, de ce que nous pouvons dès lors qualifier de métaconcept. La proposition de ce nouvel ouvrage ne doit pas se dissocier de son prédécesseur car les deux ouvrages doivent s'entrevoir en complémentarité. Si le dictionnaire était ouvert à des chercheurs extérieurs à notre équipe, cette fois, ce sont les travaux des membres de l'entrée 3 Professionnalisation Éducation qui sont privilégiés. Notre objectif est de donner à voir la nature de nos propositions et les avancées concernant les professionnalisations, qu'elles soient théoriques, méthodologiques ou épistémologiques, en vue de les partager, mais aussi de les confronter au regard critique de nos lecteurs. Notre visée est aussi, bien entendu,
de nous faire avancer nous aussi dans notre pensée scientifique lors du partage de ces réflexions. Pour répondre à ces objectifs, l'ouvrage s'articule autour de 4 parties. La première présente 2 contributions épistémologiques fortes pour nos travaux. La triangulation qui permet une approche de la complexité, et la démarche scientifique particulière qu'est la recherche-action. Le parti pris de notre équipe a été de laisser ici de jeunes chercheurs présenter le fruit des réflexions issues de leurs travaux de doctorat. En effet, les postures sont sans cesse réinterrogées, d'autant plus dans le cadre des thèses, et les réflexions sont à leur tour source de professionnalisation pour ces chercheurs en devenir. La seconde partie présente des contributions conceptuelles fortes de nos travaux, l'approche socio-ethnographique et l'approche psychosociale, dont la rencontre est permise grâce au paradigme interactionniste. Les chapitres de cette partie montrent comment les apports conceptuels d'aujourd'hui se nourrissent de ceux d'hier, tout en les enrichissant de réflexions conceptuelles nouvelles. La troisième partie présente les contributions de nos travaux en réponse à certaines problématiques sociétales. Loin de prétendre à l'exhaustivité, les 4 problématiques présentées questionnent les professionnalisations dans le domaine de la jeunesse, du bénévolat, de l'animation et du handicap. Autant d'exemples d'applications que nos travaux proposent. La pluralité théorique et méthodologique exposée dans cette partie viendra alors illustrer les propos tenus dans cet ouvrage et montrera ce que notre axe de recherche revendique, à savoir l'intérêt des analyses pluridisciplinaires pour répondre de façon pertinente aux préoccupations sociales et contemporaines. Enfin, la 4e et dernière partie présente ce que nous proposons comme étant des méthodologies émergentes. Fruit de nos expériences, les 3 chapitres qui la composent présentent en effet de nouvelles formes de recueil de données. Mais à chaque fois, ces méthodologies innovantes tiennent compte de l'impact des recherches sur les participants, du rôle des interactions et des échanges collectifs sur les données recueillies mais aussi sur les connaissances des acteurs. Enfin, elles donnent une place particulière aux discours et aux échanges. En effet, ces derniers sont posés comme potentielles formes de professionnalisation, café participatif, focus group et dispositifs innovants de formation. En 2010, certains d'entre nous, dans l'ancien CREFIT, définissaient ainsi la professionnalisation, ensemble de processus en interaction conduisant à la construction et à l'évolution d'une identité professionnelle attestant de compétences spécifiques. Lac, Mias, Labbé et Bataille 2010 pages 135 à 136. Aujourd'hui l'entrée 3 de l'UMR-EFTS investit le pluriel de l'objet professionnalisation, et ce sont ces réflexions et investigations qui sont présentées dans cet ouvrage. Partie 1. Les professionnalisations du chercheur, réflexion épistémologique. Cette partie donne à voir 2 réflexions sur 2 postures épistémologiques, menées dans le cadre de travaux de doctorat récents. 2 types de démarches sont présentés pour mener une recherche en sciences de l'éducation, 2 démarches qui révèlent 2 formes de professionnalisation du chercheur. Dans un premier chapitre, la réflexion menée permet de prendre en compte la complexité des faits humains et sociaux, en référence à l'interdisciplinarité des sciences de l'éducation, et d'en rendre compte opérationnellement, par une stratégie de triangulation. Dans un deuxième chapitre, la recherche-action, située à l'interface entre impératifs d'ordre professionnel et d'ordre scientifique, permet de répondre aux enjeux des sciences de l'éducation. À ces 2 postures épistémologiques, correspondent 2 formes de professionnalisation du chercheur. L'analyse de l'implication, abordée par Frédéric Hill, est comprise comme une réduction de la complexité permise par une réflexion sur la place du chercheur dans son travail de recherche. En l'occurrence, elle a permis de questionner la place de doctorant, sa professionnalisation pourrait-on dire, au travers de la construction d'un objet de recherche, contribuant ainsi à l'émergence d'un domaine de recherche comme domaine d'enseignement. La recherche-action, abordée par Lucille Courtois, est comprise comme une alternative épistémologique qui permet une relation dialogique entre science et action, la conciliation d'impératifs de terrain et d'impératifs de recherche. Elle donne naissance à une démarche de recherche hybride au travers d'une production, d'une part, de savoir par et pour l'action, et d'autre part, de savoirs académiques. Ici, la professionnalisation du chercheur passe par l'enrichissement via des points de vue hétérogènes et par l'adaptation aux besoins du terrain. La recherche-action amène le chercheur à être plongé dans des pratiques sociales et permet le passage de la recherche sur à la recherche avec,
cette démarche supposant que le chercheur accepte d'être en mouvement, de s'éloigner des attentes sécurisantes de démarches de recherche plus traditionnelles. Dans la construction de la démarche de recherche, la professionnalisation du chercheur s'entrevoit donc, d'une part, par une analyse de son implication vis-à-vis de son objet de recherche qui se révèle dans ce cas particulier être un objet sensible, permettant ainsi de poser la question de comment travailler une problématique sociale, et d'autre part par un rapport étroit au terrain qui permet de chercher avec, permettant d'évoquer une coprofessionnalisation où chacun apprend de l'autre. Nous choisissons de donner à voir ici les réflexions les plus récentes, qui permettent de réinterroger notre socle épistémologique. Cette partie donne la parole à 2 jeunes chercheuses qui s'affrontent à l'épistémologie et qui ont pu construire, durant leur doctorat, 2 postures qui orientent et colorent pleinement leur façon de concevoir la recherche en sciences de l'éducation. Chapitre 1 : La recherche en sciences de l'éducation, d'un objet à une démarche complexe. Frédéric Hill. Ce chapitre propose de retracer la construction d'une démarche de recherche en sciences de l'éducation, au travers de l'exemple d'un travail de thèse traitant de la cognition sociale et professionnelle sur un objet de représentation sensible, Hill, 2015, dans le champ du travail social, éducation spécialisée. Le titre de ma thèse débute ainsi, Bande de jeunes. Ce point d'exclamation est révélateur de la complexité qui entoure cet objet. Pour l'histoire et la sociologie, la bande de jeunes et l'imaginaire de la violence juvénile où elle s'inscrit relèverait d'une construction socio-culturelle, et ses figures, les Apaches de la Belle Époque, les blousons noirs, etc., d'une édification mythique, Bantigny 2007, désignant une réalité sociale, les jeunes issus des milieux populaires. De plus, le phénomène de bande de jeunes comme panique morale inscrite au sein d'une théorie de peur collective, pourrait être entendu comme une construction médiatico-politique, Lévy, Mucchielli et Zoberman 2006. Pour la psychologie sociale, la bande de jeunes est un objet de représentation sensible relevant de 2 facettes. Un regroupement amical, la bande de jeunes expérienciés, celle de sa jeunesse, et un regroupement délinquant, la bande de jeunes communiqués, celle dont on parle. Comme objet de recherche hypercomplexe, Morin 2005, la cognition sociale sur la bande de jeunes fait appel à une approche interdisciplinaire mêlant discipline contributive et discipline complémentaire. S'inscrire dans la complexité, c'est accepter l'opacité des objets, Arduano, 1993, pour lesquels le chercheur construit une démarche de recherche à partir de triangulation de différents ordres, disciplinaires, théoriques, méthodologiques, etc. Mais inséré dans la société, comment le chercheur peut-il traiter d'une autre forme d'objet sensible, Villalba 2008, renvoyant à une problématique sociale mais surtout à un imaginaire social singulier où se mêlent jeunesse, violence, altérité et frayeur sociale? La quête d'objectivité passe par une analyse de l'implication, Bataille 1983A, qui permet de mettre en évidence le passage du positionnement exaspéré de l'étudiante à la construction d'un objet de recherche et d'enseignement chez l'apprentie enseignante-chercheuse. Le doctorat, inscrit dans un processus de professionnalisation, contribue à construire l'enseignant-chercheur par l'articulation de la méthode de recherche construite, un positionnement épistémologique et méthodologique, et de la posture de chercheur, une analyse de son implication face à un objet sensible. Une démarche de recherche complexe en sciences de l'éducation. L'interdisciplinarité des sciences de l'éducation permet d'approcher la complexité des phénomènes humains et sociaux. Nos objets de recherche sont opaques, Arduano 1993. Ils relèvent de notre spécificité disciplinaire, ni sécables, ni isolables, ni paramétrisables, Van der Maren 1995. Adopter la pensée complexe, c'est s'exercer à une pensée capable de traiter avec le réel, de dialoguer avec lui, Morin 2005 page 10. C'est par conséquent accepter l'état de désordre, d'inextricable, d'incertitude inscrit dans les phénomènes sociaux. C'est passer par une dialectisation entre pensée analytique réductionniste, ordre, et pensée de la globalité, désordre. La simplification est nécessaire mais relativisée, c'est une réduction consciente. Prendre en compte la complexité, interdisciplinarité. Penser par la complexité, comme connaissance multidimensionnelle, revient à s'accorder le droit à une épistémologie ouverte, Morin 2005, et invite à la transdisciplinarité à laquelle nous préférons une interdisciplinarité focalisée, Charodeau 2012.
Les sciences de l'éducation, par leur armature disciplinaire, des sciences pour un objet, constituent un champ hétérogène en interaction avec d'autres sciences sociales, Hofstetter et Schnevely, 2001. Elles sont une science plurielle, articulant des disciplines autour d'un objet. La psychologie sociale détient le rôle de discipline contributive, supportant l'étayage théorique et méthodologique de la recherche. Par son interdisciplinarité originelle, elle permet de s'exercer à la pensée complexe. Le regard psychosocial est compris comme une relation à trois termes: sujet individuel, sujet social, objet, physique, social, imaginaire ou réel, Moscovici 2008 page 9. La représentation triangulée rejette le dualisme individu-société, surmonte la dichotomie sujet-objet pour s'intéresser à l'individu social. Dans l'épistémologie de cette recherche, c'est bien la question des regards pluriels croisés qui est centrale, les croisements disciplinaires y compris, mais plus largement des êtres humains en interaction. Bataille 2007 page 91. Les disciplines complémentaires sont commandées par l'objet de recherche et par l'objet de représentation, et sont en lien avec les affinités disciplinaires du chercheur. L'histoire permet de mettre en perspective les angles d'approche de la psychologie sociale, de mettre à jour des éléments de compréhension car c'est bien la fonction et l'usage de l'histoire. Elle offre un peu plus d'intelligibilité au présent. Ivorel, 1998 page 9. Les contributions historiques à toute recherche portant sur les phénomènes humains et sociaux permettent de prendre du recul, au travers d'une approche englobante qui dépasse la temporalité de la recherche en elle-même. Observer et comprendre la bande de jeunes, les Apaches de la Belle Époque, permet de se dégager de la sensibilité immédiate de l'objet, de prendre de la distance face à un objet parfois au cœur de l'actualité. Parce qu'elle est l'une des premières disciplines à étudier la bande de jeunes en dehors d'une lecture sous l'angle de la déviance juvénile, la sociologie est privilégiée, Robert 2007. Elle éclaire la compréhension de l'objet bande de jeunes et le champ de l'éducation spécialisée, au travers de sa spécificité et des enjeux et tensions qui s'y nouent, Hôtesse 2013. Rappelons qu'il n'est pas question ici de produire des savoirs historiques ou sociologiques. Les disciplines complémentaires permettent d'éclairer l'objet bande de jeunes, dans sa réalité sociologique et dans sa construction sociale, et le champ professionnel investigué, et d'apporter un supplément à l'étude psychosociale de la construction des savoirs sur cet objet. Prendre en compte la complexité est donc possible par une interdisciplinarité focalisée, à partir d'une hybridité des savoirs qui aboutit à la construction d'un regard sur l'objet, Charodeau 2012. Ce n'est pas la discipline qui doit décider de l'objet, mais l'objet qui doit décider des différentes théories nécessaires pour le construire. L'indiscipline est une des premières qualités du chercheur. Gojlak 2011 page 22, cité par Mihaelak 2012 page 117. Prendre en compte la complexité, c'est finalement construire un regard complexe pour l'objet, un regard interdisciplinaire ancré en psychologie sociale et alimenté par des références sociologiques et historiques. Rendre compte de la complexité, triangulation S. D'ordre exclusivement méthodologique à ses origines, le principal avantage de la triangulation est de concevoir des dispositifs variés et adaptés à l'objet investigué et de poser un regard multiniveau. Apostolidis 2006. La démarche de recherche repose sur 3 enquêtes. Les 2 premières sont des préalables et portent, d'une part sur un diagnostic de communication sur la bande de jeunes dans la presse ancienne et contemporaine, et d'autre part sur la nature de l'objet bande de jeunes. Ces 2 préalables ont permis d'accéder au savoir du quotidien sur la bande de jeunes et ainsi de concourir à spécifier la pensée professionnelle. 3e enquête. Différents types de triangulation sont mobilisés en lien, d'une part avec les besoins de la problématisation, la construction d'un objet sensible en objet professionnel, et d'autre part avec l'objet de représentation en lui-même, une construction sociale historiquement datée. La triangulation théorique est une affaire de psychologie sociale, discipline contributive, et se traduit par l'emprunt des modèles de la pensée sociale, Rouquette 2009, et de la pensée professionnelle, Piazer et Ratino 2010, qui dans leurs aspects constituants, communication, professionnalisation et constituée, représentation, permettent de se centrer sur le rapport entre les processus et les produits de l'activité représentationnelle. Apostolidis 2006 page 214. La triangulation méthodologique permet d'envisager une convergence de données sur un même objet,
Pourtois et Desmet, 2007, et d'obtenir une lecture de facettes distinctes mais congruentes de l'objet étudié, A.C. Kalampelaiki, 2010. Elle se traduit par une approche quantitative, questionnaire et qualitative. Recherche documentaire et focus group dans la pré-thèse. Cette triangulation des sources, Masson et Michel Guilloux, 2010, au travers de données récoltées, corpus naturel, et suscitées, corpus provoqué, permet d'observer différents types de discours sur la bande de jeunes, du discours de sens commun au discours de sens professionnel. La triangulation temporelle est commandée par l'objet de recherche, les savoirs professionnels sur la bande de jeunes, et convoquée à l'échelle du processus de professionnalisation, compris comme dynamique représentationnelle, où les savoirs de sens commun se transforment en savoirs professionnels. Ce type de triangulation est également abordé dans une perspective élargie à l'échelle de l'histoire par la comparaison de deux époques pour un même objet, la Belle Époque et la période contemporaine, et permet la mise en évidence de l'instabilité des phénomènes humains et sociaux, Pourtois et Desmet, 2007, ici de la communication médiatique sur la bande de jeunes. La triangulation, visant la construction d'une connaissance pertinente et consistante sur le phénomène étudié, se rapproche ainsi d'une démarche de type Grundit définie comme une procédure de va-et-vient problématisée et dynamique entre opérations de recueil, d'analyse et de conceptualisation. Apostolidis 2006 page 214. Les deux enquêtes préalables ont permis d'observer les effets de processus, communication, héritage, sur la constitution des savoirs, présence d'invariants issus de la communication sur l'objet, la facette du regroupement délinquant, de saisir les mots de la bande de jeunes telle qu'elle circule dans la société et ainsi de connaître son stock représentationnel, un objet sensible et facetté, du regroupement amical au regroupement délinquant. Les données les plus pertinentes et les questionnements issus de ces enquêtes ont contribué à la construction du recueil de données de la dernière enquête, notamment par l'ajout de l'objet de représentation groupe de jeunes, la deuxième enquête mettant en évidence que les deux objets appartiennent au même système représentationnel et entretiennent une relation de réciprocité. La bande de jeunes est un groupe, le groupe de jeunes est une bande. Finalement, le protocole de recherche est un processus créateur qui s'affine en permanence, Moscovici et Philogène 2003 page 42. Situé et adapté à l'objet de recherche, la stratégie de triangulation repose ici sur trois enquêtes et fait écho à la capacité du chercheur bricoleur, Denzin et Lincoln, 1998, à mobiliser de façon raisonnée et éclectique des outils propres à chaque situation pour étudier la complexité des phénomènes auxquels il est confronté. Apsotolodis 2006 page 214. Accepter la complexité. Qu'obtient-on d'une démarche de recherche voulue complexe ? Quelles sont les retombées de la triangulation, sinon un désordre inhérent que le chercheur doit accepter ? Les trois enquêtes ont été conçues comme une réduction du désordre, mise en place d'un ordre temporaire localisé à l'enquête. Aborder la complexité par des stratégies de décomplexification, triangulation, présente des avantages, saisir des facettes, mais également des limites, articuler ces facettes. En passant par la complexité, on ne peut espérer avoir une image claire et définitive des savoirs sur la bande de jeunes. Il s'agit pour le chercheur d'accepter cette complexité, de s'y prêter tout en sachant que les objets résistants conservent leur opacité. Pour démêler la complexité en l'organisant, des efforts d'élucidation et de débordement sont nécessaires. Ils permettent la prise de distance et renvoient à l'effort de l'explication. Il s'agit d'abord de délier en distinguant et identifiant les éléments simples constituant la complexité, comme opération préalable à leur articulation, et de déplier en mettant à plat leur structure d'articulation. Le dépliage de la complexité correspond à la mise à plat de son schéma de pliage, la traduction sous forme de plan d'une réalité qui perd alors en sens ce qu'elle gagne en cohérence. Bataille 1983a, page 29. On connaît les liens socio-cognitifs entre l'objet bande de jeunes, sa communication, son historicité, retrouvés dans des invariants qui structurent en partie le système représentationnel, dépliage et cohérence, mais la complexité réside dans la difficile réarticulation de ces éléments, quête de sens. S'inscrire dans le paradigme de la complexité en passant par une stratégie de triangulation, c'est accepter le surgissement du désordre inhérent à la mise en ordre, réduction et opérationnalisation, car on ne trouve jamais ce que l'on cherche.
Voire même on trouve le contraire de ce que l'on cherche. Morin 2005 page 140. C'est s'inscrire dans une recherche dynamique, car la vertu de la science qui l'empêche de sombrer dans le délire, c'est que sans arrêt des données nouvelles arrivent et l'amènent à modifier ses visions et ses idées. Morin 2005 page 97. Pour Bataille 1983a, la recherche est l'objet d'attentes sécurisantes, car supposé savoir résumer en un schéma simple l'opacité des pratiques complexes, page 30. De par ses caractéristiques, la complexité est génératrice d'insécurité, le chercheur doit lui faire face. Passer par la complexité amène finalement au complexe. Il n'y a pas de réduction possible, sinon celle d'une réalité tronquée, Ardoino 1993. Les savoirs sur la bande de jeunes sont des objets partiellement réductibles, mis à plat. Ils conservent néanmoins cette opacité constitutive des objets hypercomplexes. La complexité ne peut, dans une perspective caricaturiste, réduire à outrance, se concentrer sur des éléments significatifs, opérationnellement et statistiquement sans s'attarder sur les nuances. Elle ne peut se concentrer sur la permanence et la stabilité, le structurel, sans observer le fluctuant, le mouvant, le conjoncturel. Penser dans la complexité, c'est accepter l'ordre et le désordre, traduit comme un marasme de données multiples, contradictoires, contre-intuitives. Car la complexité est un tissu, complexus, ce qui est tissé ensemble, de constituants hétérogènes inséparablement associés, Morin 2005 page 21. L'opérationnalisation par la triangulation permet de penser par le multiple. Reste au chercheur à articuler ordre, opérationnalisation, réduction, et désordre, la multiplicité des données. La démarche de triangulation nous donne à voir le complexe et dans une perspective psychosociale, la construction polydimensionnelle de la connaissance, de Rosa, 1995. Bataille, 1983a, nous invite à déployer la complexité, c'est-à-dire illuminer, donner de l'air, donner à voir une articulation complexe d'éléments simples comme opération explicative fondamentale. Prendre en compte la complexité revient à construire un regard interdisciplinaire, ancré en psychologie sociale et alimenté par des références historiques et sociologiques. Rendre compte de la complexité s'opérationnalise dans la construction d'une démarche de recherche triangulée, autour de croisements théoriques, méthodologiques, etc. Mais mener une recherche dans la complexité revient surtout à éprouver le complexus, le tissage d'éléments hétérogènes entre eux. La complexité s'éprouve également au travers de la relation que le chercheur entretient avec son objet de recherche, renvoyant à une triangulation interne, entendue comme critique autoréflexive de la part du chercheur Cohen et Manon, 1980, cité par Pourtois et Desmet 2007, que nous traduisons par une analyse de l'implication préconisée par Bataille, 1983a. La complexité, un chercheur pris d'emprise par son objet. Une autre perspective soulevée par Morin 2005, pour penser dans la complexité repose sur la relation chercheur-objet de connaissance. Si la bande de jeunes est un objet sensible pour les sujets, elle l'est aussi pour le chercheur. Villalba, 2008, questionne ainsi le maintien du principe d'extériorité quand il est question de problématiques sociales. L'analyse de l'implication Bataille, 1983a, est une autre façon de prendre en compte la complexité en sciences de l'éducation. Cette relation est réfléchie ici sous l'angle du doctorat. Comme processus de professionnalisation, il a donné lieu au passage d'un positionnement exaspéré de l'étudiante à la curiosité de l'apprentie enseignante-chercheuse, et a contribué à la construction d'un objet de recherche et d'un thème d'enseignement. Implication et objet sensible. La finalité des sciences sociales est de produire une connaissance organisée de la réalité sociale, c'est-à-dire une compréhension des objets et des événements à l'intérieur d'un espace particulier, Villalba 2008, page 118. Mais cette compréhension est tributaire de l'expérience sensible de l'observateur, à la fois parce qu'il est immergé dans la pensée courante de sa société, mais plus précisément parce qu'il est lui-même associé à ce monde de culture et de nature, page 118. Dans le cas d'objets sensibles en lien avec des problématiques sociales, outre le recours à une approche interdisciplinaire, le principe d'extériorité peut passer par le fait de prendre en considération cette perception quotidienne pour appréhender notre rapport à l'élaboration d'une réflexion scientifique, page 127. Pour Bataille, 2005,
La quête d'une réflexivité s'appuie sur le double étayage d'un travail biographique et d'une théorisation épistémologique de l'implication car l'objectivité suppose probablement que l'on s'intéresse aussi aux conditions de production du discours objectif. Bataille 2005 page 21. Longtemps considéré comme un résidu de la subjectivité contrariant un idéal d'objectivité. Un parasite nuisible qu'il faut savoir éliminer dans la mesure du possible. Ardoino 1983 page 20. L'implication est désormais un objet d'élucidation. Son analyse relève d'un dynamisme raisonné de la connaissance car le chercheur se pose la question de sa place, Bataille 1983a. Parce que façon d'être, l'implication constitue en outre un mode spécial de production de connaissances dont elle deviendra partie intégrante, Ardoino 1983 page 20. Retracer son parcours donne des éléments de compréhension. La démarche autobiographique permet de mettre en évidence les conditions de production, non spécifiquement d'un savoir, d'une connaissance, mais plus largement ici d'une thématique de recherche. L'analyse de l'implication est un passage obligé au démêlage de la confusion par une distanciation, association, avant une réarticulation. Réassociation porteuse de sens, Mia-Selak, 2012 page 119. Dans une analyse de l'implication par rapport à un objet, il convient pour le chercheur de mettre à plat les éléments l'ayant conduit à réfléchir à cet objet de recherche particulier. Mia-Selak, 2012 page 119. En termes d'analyse de l'implication, il s'agit là d'accepter de passer d'un paradigme de complexité à un paradigme de cohérence dans une explication de sa posture de recherche. Construire un récit distancié de sa propre histoire. Mia-Selak, 2012 page 119. Le doctorat comme lieu de déconstruction-reconstruction d'un objet sensible. Le point de départ d'une recherche n'est pas anodin, et relève ici d'un positionnement par rapport à un sujet de société. La polygamie s'invite au débat sur les émeutes, voilà le point de départ de cette thèse. Je remonte ici au premier mémoire de master, titre d'un article paru fin 2005 dans un journal gratuit. Les motivations ne sont donc pas neutres, et renvoient alors à une exaspération. Un état qui n'est pas étranger, d'une part à mon expérience d'étudiante en histoire à l'université du Mirail, réputée pour certains comme dangereuse dans le milieu étudiant. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.